qui est très drôle, c'est que le concept de chambre d'écho est repris. Je voyais d'ailleurs, là, je vais pas faire une fixation sur elle, je sais que j'ai mentionné quelques fois son nom, mais c'est parce qu'elle fait souvent parler d'elle, la députée là, qui veut maintenant être presque mairesse de Longueuil, là, Catherine, j'oublie ça, Catherine Fournier. Bon, mais elle disait ce serait important, elle a fait même, je pense, une motion à l'Assemblée nationale, elle disait qu'il faudrait lutter contre les chambres d'écho. Donc, qui est une espèce de phénomène où des gens leur vision d'ailleurs de ce phénomène-là est très étroite. Eux autres, ils font ils circonscrivent ce concept-là à l'usage des réseaux sociaux. Là. Donc, les gens, mettons, sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube ou peu importe, encore que YouTube, c'est pas vraiment un réseau social, mais en tout cas, si vous comprenez l'idée, sur Reddit, ils vont s'enfermer dans une espèce de chambre d'écho au sens où ils vont enlever tous les contenus qui sont discordants par rapport à leurs idées et ils vont s'enfermer là-dedans puis ils vont se radicaliser. Donc, dans le fond, des gens là-dedans vont devenir... en général, ça concerne plutôt les idées de droite dans leurs affaires parce que c'est comme c'est vu un peu comme une maladie mentale. Il faut trouver une manière de décrier ça. Ce qu'ils ont trouvé, c'est la chambre d'écho. Ce qui est paradoxal, là, parce que finalement, au fond, c'est quoi une chambre d'écho? C'est un endroit où des gens sont, volontairement ou involontairement. Un endroit, le concept d'endroit là-dedans peut être un peu métaphorique, là, dans le sens que vous n'êtes pas nécessairement dans un lieu précis, mais vous êtes dans un environnement. Disons ça comme ça. C'est un environnement où les gens sont prémunis de contradictions par rapport à leur vision du monde. Donc, l'exemple typique, ce serait, je sais pas, moi, pis c'est drôle, ça la ferait sûrement pas, ça lui ferait sûrement pas plaisir que je prenne cet exemple-là, mais supposons que vous organisez un souper spaghetti dans lequel on lève des fonds pour le Parti québécois, ben, c'est évident que dans cette soirée-là, on est dans une forme de chambre d'écho. C'est-à-dire qu'il y a que des péquistes qui croient tous à l'indépendance du Québec qui s'en vient, qui partagent plus ou moins toutes les mêmes valeurs social-démocrates, etc., etc. Donc, quand ils parlent ensemble, c'est comme une chambre d'écho. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ouais, mais t'es sûr que c'est vraiment bon, l'indépendance du Québec? » Ils vont tous se flatter dans le sens du poil et finir tout par dire « Ben oui, c'est important, puis ben oui, c'est bon, puis oui, c'est vrai, ah oui, t'as raison, puis ci et ça. » Donc, finalement, c'est ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de leaders politiques ont l'impression d'être... Tout le monde pense qu'il va être élu, finalement, là, quand il se présente à une élection, parce que quand il rentre quelque part, les gens reproduisent, si on veut, ce phénomène-là de chambre d'écho. Souvent, sont trop gênés pour leur dire qu'ils voteront pas pour eux. Ils vont dire « Ah oui, j'aime bien vos idées, je vais voter pour eux. » C'est ce qui explique aussi pourquoi autant de leaders souverainistes au travers le temps, se sont imaginés au travers le temps que l'indépendance était, je sais pas moi, à 50% dans les sondages, alors qu'après ça, ils arrivent aux élections puis ils font 12%. C'est le phénomène de chambre d'écho. Vous êtes entouré de gens qui pensent comme vous tout le temps et qui vous renvoient, c'est ça l'analogie avec l'écho, qui vous renvoie comme un son sur un mur, qui vous revient vos propres idées. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Mais l'idée là-dedans, c'est est-ce que ça existe vraiment, les chambres d'écho telles que eux se le figurent? Parce que dans leur esprit, puis comme je vous dis, c'est très souvent utilisé, parce que ça, c'est toujours très drôle, hein, quand en fait, il y a des concepts qui désignent des choses pour la droite et d'autres concepts qui désignent des choses pour la gauche, mais ces choses-là, souvent, sont les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, à droite, on va dire il faut décentraliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a l'État et l'État envoie par une forme de gestion top-bottom. Les ordres viennent d'en haut de la pyramide puis ils descendent en bas. Et les gens plus à droite vont dire, ben oui, mais il faut que le lieu de décision soit le plus proche possible du problème, donc il faut décentraliser. C'est pour ça que la Fédération canadienne, à la base, est pensée comme ça. Le gouvernement fédéral devrait avoir un champ d'action très limité, puis les provinces, eux, puis après ça, tu descends jusqu'aux villes, finalement, puis il y a même, c'est l'idée qu'un directeur d'école sait mieux qu'une commission scolaire quoi faire, et qu'un professeur sait mieux qu'un directeur d'école comment gérer sa propre classe, etc., etc. Ben, les gauchistes ont une expression qui désigne la même chose, qui s'appelle la subsidiarité. Donc, c'est un mot un peu compliqué, mais qui finalement désigne l'idée que plus on est proche du problème, plus les solutions apportées vont être bonnes et plus on est loin du problème, moins elles vont l'être. Donc, c'est finalement, mais ça désigne la même chose. Ce qui est très drôle, c'est que pour critiquer les gens qui sont plus à droite, on va utiliser le concept de chambre d'écho. Mais quand ça s'adresse à la gauche, on va appeler ça un safe space.
Ce qui est littéralement la même chose. Quand vous vous enfermez quelque part avec des gens qui partagent comment je pourrais dire ça, si vous vous enfermez à quelque part juste des filles puis les gars sont exclus puis le but c'est de parler entre vous autres de vos expériences puis de pas vous faire juger puis de faire ci ou ça ensemble puis de pouvoir témoigner, c'est qu'est-ce que vous faites? Vous créez une chambre d'écho où vous allez pouvoir dire des affaires puis il y aura pas personne qui va vous dire ouais mais t'as peu là, c'est parce que quand t'es un gars telle affaire. Non, ils veulent pas l'entendre, ils appellent ça un safe space. Safe space c'est en cet endroit où on peut être à l'abri des critiques et des expériences négatives. Ce qui est littéralement la même chose qu'une chambre d'écho. Mais si vous êtes sur un forum de discussion où des filles vont jaser entre elles, ou des noirs vont jaser entre eux, ou peu importe, là, des musulmans, ou whatever la communauté que vous êtes, vous jasez ensemble de vos expériences et vous parlez ensemble, c'est une chambre d'écho. C'est pas parce que c'est pas des gens qui trippent sur Donald Trump que c'est pas une chambre d'écho. Donc, c'est un peu cette malhonnêteté-là qui devient un peu lassante au fil du temps. Donc, si on va, mettons, sur Wikipédia, on cherche c'est quoi une chambre d'écho, ils vont dire c'est une description métaphorique d'une situation dans laquelle l'information, les idées ou les croyances sont amplifiées ou renforcées par la communication et la répétition dans un système défini. Finalement, c'est quoi? C'est une analogie avec une chambre d'écho acoustique, là, où vous jouez de la guitare ou vous chantez, puis votre voix fait comme un effet comme dans une église. Elle se cogne contre les murs puis revient vers vous. Donc, à l'intérieur d'une chambre d'écho médiatique, l'information qui est donnée est pas remise en question, puis les points de vue opposés sont censurés ou sous-représentés. Ce qui aussi nous fait dire, quand on lit ça, que finalement, le fait que, c'est pour ça que je vous disais que ça a une analogie, le concept de chambre d'écho avec le dôme, c'est que les gens qui sont branchés à écouter TVA matin, midi, soir ou RDI, ils sont dans une chambre d'écho. Même que c'est encore pire, une chambre d'écho passive, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils se font remplir le mou toute la journée, puis eux ont pas le loisir ou disons la liberté d'intervenir avec les gens qui donnent l'information, parce que quand vous parlez à votre télé, malgré ce que les gens qui pensaient dans le temps, elle vous répondra pas. Là. Ça fait aussi penser à des mécanismes, j'allais dire des mac and cheese, c'est probablement mon inconscient, ça fait penser à des mécanismes qui sont utilisés dans la publicité. D'ailleurs, il y avait un lobbyiste qui travaillait pour une compagnie de cigarettes qui lui disait dans les années 90 que une des techniques c'était pour que la business fonctionne, c'était de répéter un même message mais par différentes sources différentes. Par différentes sources. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre, je sais pas moi, vous prenez un joueur de hockey qui fait une pub pour vos cigarettes, après ça, vous prenez un politicien, après ça, vous prenez, je sais pas moi, un curé ou une bonne sœur, puis après, etc. Vous prenez plein de... Puis là, plus vous le répétez, plus les gens ont tendance à le croire. Pourquoi? Parce que c'est le phénomène de l'écho, d'une certaine manière. C'est comme si vous étiez dans une pièce, puis à un moment donné, l'information étant répétée, c'est comme si elle vous revient tout le temps, là. Vous avez toujours l'impression d'entendre la même chose, peu importe ce que vous faites. Le deuxième mécanisme, lui, il consiste à faire une diffusion de messages qui va être similaire, mais complémentaire, mais cette fois-là par une seule source. Et le lobbyiste de cigarettes s'appelle John Scrooge, lui, il décrit ça comme, il dit, la chambre d'écho, c'est une stratégie pour augmenter la crédibilité de certaines informations au regard d'une audience cible. Donc, la popularisation de ce concept-là vient un peu avec la démocratisation d'Internet, le fait que les réseaux sociaux sont arrivés, le fait que vous allez maintenant sur Reddit, sur Twitter, sur peu importe. Donc, l'idée un peu là-dedans, en tout cas ce qui est prétendu, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux, comme ça le disait dans le début du petit vidéo, agissent comme des filtres et on engendre ce que eux nomment des filter bubbles ou des bulles de filtre en français. Donc, c'est l'idée que l'utilisateur qui est du réseau social ou d'Internet, il est à l'intérieur d'une genre de bulle, puis l'information qu'il obtient est triée sans son consentement ou à son insu en fonction de son activité sur Internet. Donc, ça vous rappelle un peu tout le monde l'idée que, bon, ben, vous êtes sur Internet, puis ça fait 2-3 fois que vous cherchez sur Amazon pour vous acheter des bots. Puis là, ben, maintenant, il y a des affaires de bots qui arrivent partout. Vous êtes sur YouTube, il y a une vidéo d'un gars qui unbox des bots. Puis là, ben, pourquoi c'est ça? Ben, ça, c'est les algorithmes qui font ça.
Donc, je vous apprends rien, là. Tout le monde a déjà expérimenté ce genre de choses-là. Bon, ben ça fonctionne un peu de la même manière pour la politique, là. Donc, si vous avez, je sais pas moi, liké la page d'Amir Kadir, ben c'est possible que sans que l'on vous l'ait vraiment demandé, vous voyez passer des messages de Catherine Dorion ou de Sol Zanetti. Donc, pourquoi c'est de même? Ben, c'est les algorithmes. On vous envoie du contenu ou on vous donne accès à du contenu parce qu'on a présumé que si vous vous intéressiez à telle affaire, vous allez vous intéresser à telle autre affaire. Puis ça va très loin. Je pourrais peut-être en parler avec mon ami Victor dans un autre podcast à un moment donné, mais ça va même jusqu'à... On sait que si vous êtes, mettons, vous êtes de tel sexe, vous avez tel âge, vous êtes de telle couleur de peau, ben vous avez plus tendance à vous intéresser à tel type de contenu, donc on va le mettre plus de l'avant ou moins de l'avant selon ces paramètres-là. Dans ce concept-là, dans cette suite d'idées-là, les chambres d'écho, les opinions opposées à celles qu'on a déterminées que vous avez probablement, vont être peu diffusées ou lorsqu'elles le sont, elles vont être la cible là, de vos actions. Dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez muter ces gens-là, vous allez les supprimer, vous allez dire cette information ne m'intéresse pas. On précise aussi dans l'étude un peu, parce que j'y viendrai dans quelques instants, mais il y a des études qui ont été faites là, sur le phénomène des chambres d'écho. On précise un peu là-dedans que lorsque l'information est reprise par de nombreux médias différents, elle va souvent être déformée, exagérée, jusqu'à être plus ou moins crédible à un moment donné. On sent qu'il y a une forme de vérité derrière cette idée-là de chambre d'écho. On est capable de l'expérimenter, là. Je veux dire, on pourrait tous se faire une espèce de groupe Facebook. On ferme l'accès aux gens qui pensent pas comme nous, puis on est 10 là-dedans, puis tout ce qu'on fait toute la journée, c'est parler de la même affaire. Donc, clairement, ça existe. Après, quelle proportion de tout ça est vrai ou pas, en termes de généralité à l'ensemble de la population, ça, c'est une autre affaire. C'est pour ça que, justement, ce point-là vient un peu balancer l'idée de la chambre d'écho, c'est-à-dire que on sait très bien que, je sais même pas si on a encore le droit de dire ça, mais l'effet du téléphone arabe, ou appelez ça comme vous voulez, là, mais le fait que quand on prend de l'information, puis on la transpose, puis on la promène un peu partout, elle finit par se dénaturer. Donc, on le voit, là, les textes de l'agence France-Presse, finalement, c'est repris dans la presse. Après ça, le Journal de Montréal va ramasser le texte, le modifier un peu, puis finalement, ça finit dans le Devoir, puis c'est plus du tout ce qui était écrit au début. Donc ça, après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient renforcer le phénomène de chambre d'écho ou le diluer? À mon avis, ça vient le diluer, dans le sens que là, l'information va être perçue de manière différente selon le ou les médias qu'on va consommer. Mais après, ça vient pas non plus complètement défaire cette idée-là. Donc, ça peut arriver que les individus vont être isolés dans des chambres d'écho médiatique, au sens où, je sais pas moi, la personne elle ne fait qu'écouter TVA, ou elle ne fait que écouter la radio de Cogeco, mettons. Bon, ben, quand vous faites que ça, vous êtes d'une certaine manière dans une chambre d'écho. Encore que, pour que ce soit vrai, il faudrait que tout le monde qui intervient dans cet endroit-là pense la même chose, qui est quand même le cas dans certains médias, mais pas dans l'autre. Ce qui peut conduire à une espèce d'enfermement intellectuel et informationnel et qui va contribuer à construire une vision du monde particulière. Ça, on le voit un peu, là, ce phénomène-là avec la fameuse histoire des complots de QAnon puis toute la patente. Là. Moi, je veux bien là, admettre qu'il existe des affaires qu'on sait pas, puis que tel politicien, peut-être qu'on a des affaires sur lui, puis peut-être qu'il a déjà agressé quelqu'un ou whatever. Mais visiblement, les gens qui nous disaient que le jour de l'inauguration, Joe Biden allait c'est pour ça que l'armée était là, Joe Biden allait se faire arrêter par l'armée, puis Donald Trump allait descendre du ciel pour finalement être inauguré président à cause de on est obligé de constater que d'arriver à proposer ce genre de théorie-là, et d'y croire de manière, je veux dire, absolue, comme si c'était un article de foi. Ça semble en tout cas être possible uniquement dans un monde où les gens qui partagent ce genre d'informations-là se relancent entre eux un peu sous le mode d'une chambre d'écho. Un peu le même phénomène elle va arriver au niveau des prophètes de malheur qui vont parler de tous les cataclysmes environnementaux. Ah oui, là, il va arriver telle affaire, il va arriver telle autre affaire, mais si vous faites taire constamment tous ceux qui partagent pas ces vues-là, puis que vous dites c'est des climato-sceptiques, des malades mentales, faut les enfermer, faut pas lui donner la parole, faut pas ci, faut pas ça. Habituellement, quand on est dans la science,
on sait qu'on a la vérité, ou en tout cas, on sait qu'on a quelque chose qui est démontré ou démontrable, et on n'a pas besoin de prendre les gens qui critiquent, puis de vouloir les faire taire, puis de vouloir leur faire perdre leur chair à l'université, puis de vouloir leur nuire. Quand on est dans des procédés comme ça, un peu comme avec toute la censure qui entoure, ou la pression qui entoure les gens qui veulent parler contre les mesures sanitaires, on voit très bien que si on était dans la vraie science et que ces gens-là étaient sûrs de ce qu'ils avançaient, ben il y aurait pas besoin de censurer. Personne censure ceux qui pensent que la Terre est plate. Pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien que la plupart des gens sont pas susceptibles d'adhérer à ça, parce que c'est ridicule. Tout le monde a déjà pris l'avion, tout le monde, je veux dire, il y a des gens qui ont fait le tour de la Terre. Je vous ai parlé de Mike Horn dans un autre podcast. Donc, mais si on sentait que cette théorie-là avait un pourcentage de chance d'être vraie et que ça nuisait à X, Y personnes dans le monde de la science, vous pouvez être sûr qu'il y aurait il y aurait des pressions qui seraient faites pour faire fermer la gueule à ceux qui parlent de ça. Maintenant, on fait juste les ridiculiser. Dans l'idée de la chambre d'écho vient aussi un autre concept qui est celui des fake news. Est-ce que le fait de répéter des fausses nouvelles par rapport à une vraie nouvelle peut changer ce phénomène-là ou amplifier ce phénomène-là? Je le sais pas. Par contre, ça semble vrai. C'est parce que le problème, c'est que la chambre d'écho peut amplifier. C'est ça, elle peut amplifier une vérité ou une demi-vérité à tel point que ça devient que ça va devenir faux. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes assis en avant de la télé, puis vous écoutez le bulletin de nouvelles, puis on vous parle des variants de la COVID-19, ben, il y a une partie là-dedans qui est de la vérité. Par contre, si vous êtes exposé à ça matin, midi, soir, sans arrêt, au bout d'une semaine, l'angoisse et la peur que ça va avoir créé en vous risque d'être disproportionnée par rapport à l'importance de base de l'information qui est véhiculée. Puis ça, ben, c'est un phénomène de chambre d'écho. C'est-à-dire que on amplifie quelque chose qui devrait peut-être à la base être vrai ou avoir une partie de réalité. Simplement, on met tellement d'emphase là-dessus que ça devient un peu comme le supplice de la goutte d'eau. C'est qu'une goutte, ça fait rien, mais à 75 000 gouttes sans arrêt, ça peut vous faire un trou dans la tête. Là. Donc, c'est une drôle de métaphore, mais c'est un peu ça aussi, parce que dans l'autre cas aussi, c'est un trou dans la tête, mais pas c'est pas un trou physique, c'est un trou métaphorique. Autrement dit, la chambre d'écho, c'est quoi? Si j'essaie de le synthétiser, c'est quelque chose qui amplifie le biais de confirmation ou aussi ben là, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur s'il y en a qui n'ont pas écouté ce podcast-là, vous devez absolument le faire. Ça explique tellement d'affaires sur comment on réfléchit, comment on fonctionne. Kahneman, dans son livre Thinking Fast and Slow, je résumerai pas ça, vous irez écouter le podcast, explique que notre cerveau fonctionne selon plusieurs biais. Il explique plusieurs affaires dans ce livre-là, mais il explique entre autres ça que le cerveau fonctionne selon plusieurs biais. Le biais de confirmation, qui consiste à filtrer l'information pour aller chercher des choses qui confirment ce qu'on pense déjà. Donc, si je vous donne un livre, moi, je sais pas, sur... je sais pas moi, la violence conjugale, puis vous pensez que la violence conjugale au Québec, c'est de quoi qui est un fléau incroyable, puis que quasiment une personne sur deux se fait battre, vous allez avoir tendance, même si c'est pas ce que le livre dit, à aller chercher les informations là-dedans qui vont confirmer l'idée préconçue que vous aviez. Et Kahneman aussi parle d'un autre biais qui s'appelle le biais de faux consensus. Ça, c'est l'idée que, disons, c'est la tendance à croire que les autres sont d'accord avec nous plus qu'ils ne le sont réellement. Donc, ça ressemble un peu au biais de confirmation, mais c'est présent dans des groupes fermés dans lesquels les membres du groupe rencontrent rarement des gens qui divergent d'opinion et qui ont des préférences et des valeurs différentes. Donc, des groupes politiques, des groupes religieux peuvent avoir l'impression qu'ils bénéficient d'un plus grand soutien qu'ils ne l'ont en réalité. Donc, dans le fond, c'est l'idée qu'on surévalue l'importance, le niveau de concordance entre le discours des autres et notre propre discours. Si j'essaie d'être le plus clair possible, c'est à peu près ça.
Donc, comme je l'ai dit, le plus drôle là-dedans, ben, c'est évidemment que le concept de chambre d'écho, ça sert à expliquer les malades de droite, mais à gauche, ça se peut pas, là, tu sais. Donc, le safe space, l'espèce d'espace sécurisé où cette zone où des personnes qui sont marginalisées peuvent pleurnicher en paix sans se faire contredire, ben ça, c'est pas du tout une chambre d'écho. Non. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas mal la même chose, c'est juste qu'on utilise des termes différents selon notre propre jugement de valeur par rapport à ça.